stands sans véhicule sur cette zone-là. Non, mais on ne parle plus de la brocante. Non, mais je voudrais compléter la question brocante. Et sur la zone parking, telle la petite coupe que nous vous avions montrée, on imagine les brocanteurs avec véhicules, ceux qui sortent vraiment du coffre, les stands. Donc, sur toute la partie stationnement à droite, on aurait les véhicules devant le stand, telle la coupe, oui, celle-ci. Donc, le véhicule garé là, le stand et la zone piétonne dans la partie circulaire. Stand et piéton. Pour hiérarchiser ce passage. Et donc, on peut mettre plusieurs véhicules à la suite et on aurait un semblant d'ordre qui n'existe pas aujourd'hui. Pour revenir sur la partie stationnement, l'idée c'était d'avoir une poche de stationnement qui soit pas trop signifiée de manière à ce qu'on se sent plutôt une place qu'un parking, mais qui reste quand même le plus proche possible du Vival parce que dans le terme d'usage, il y bien que ce soit très rapide. L'entrée du véhicule se fait là, mais vous avez des arrêts minutes ici pour pouvoir accéder au Vival et accéder au commerce de proximité, éventuellement aux médecins également. Donc vous avez des stationnements minutes, pardon, je vais couper la parole, et qui se complètent par cette poche de stationnement si ceux-ci sont occupés. Et du coup qu'ils puissent muter quand il y a besoin d'occuper cet espace pour la place, pour la brocante, pour mettre le chapiteau, en enlevant tous les côtelets. Et même dans la continuité de la boucle nord de stationnement, voilà, on peut aussi traverser si besoin pour venir compléter la zone de stationnement si même un jour il y a besoin de tout occuper pour du parking. L'idée c'est d'avoir un espace qui soit modulable en fonction des besoins. Alors, je crois que vous faites bien insister sur cette modularité. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des épisodes différents pendant la journée en fonction des usages de cette place. Il y a un épisode qui est celui de la livraison, le matin de bonheur. Et là, on a compris, hein, ça doit se passer ici ou ici. Et dans cette partie-là, là, vous avez vu qu'il n'y a plus de bouteilles de gaz. D'abord parce que c'est pas réglementaire et qu'ensuite on considère qu'il va falloir elles ne sont pas très esthétiques, même si elles sont utiles, mais que là il va falloir qu'il y ait une gestion un petit peu plus consistante de ce produit. Donc ici on n'a pas parlé de tous les équipements, y compris de ceux qui Donc la circulation des bus scolaires, on va avoir un contrôle d'accès ici. Donc les bus tournent, s'arrêtent ici, à l'arrêt du bus ici, récupèrent les enfants. Et également le bus quotidien fait cette boucle pour récupérer ici. Et vous avez une poche, c'est pareil, d'arrêt minute devant les cabinets médicaux, ici, pour que les parents puissent également le matin déposer ou venir stationner momentanément pour déposer les enfants pour le départ du bus. Une ligne de containers également, positionnée à cet endroit-là, de manière à ce que le conteneur enterré et que le bus des ordures ménagères puisse également faire cette boucle, récupérer les ordures ménagères et venir ici. Avec un plateau surélevé d'ici à là, de manière à faire aussi ralentir les véhicules sur la départementale. Pour parler des locaux vélos bouteilles de gaz, on les a un peu stockés par ici, à proximité des locaux poubelles, de manière à pouvoir centraliser ces éléments techniques. Et cette grande place qui donne un cône de visibilité depuis Bénel-les-Yora, adossé à la colline et ouvert vers le grand paysage, tel que vous l'avez aujourd'hui déjà. Oui. Alors, deux questions, s'il vous plaît. La première, on parlait de démographie tout à l'heure. L'âge des habitants d'Aix, l'ensemble, on va dire. Est-ce qu'il y a des stationnements pour personnes à mobilité réduite qui ont été repensés? Parce qu'actuellement, ils sont derrière. Et par rapport au visuel, est-ce qu'il y a quelque chose? Et la deuxième question, c'est on a parlé d'éclairage avec un mât de 6 ou 7 mètres. Alors, une question qui fâche, surtout en ce moment, au point de vue sécurité et vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé?
Bon, je vais vous laisser répondre sur les éléments techniques, etc. Mais je veux reprendre la fausse idée que le village d'Aretz est vieillissant. Le village d'Aretz n'est pas vieillissant, démographiquement parlant. On a un accueil de population dans la première couronne de ce qui est la banlieue d'Aretz, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc., qui eux vieillissent. D'accord ? Mais le village d'Aretz n'est pas vieillissant, au contraire. D'accord ? Alors après, ça posera d'autres questionnements, etc. Mais, et même s'il l'était, c'est pas un mal en soi. Mais effectivement, c'est très important de se questionner par rapport à cette typologie-là. Et on revient aux places, alors on va dire PMR. Voilà, c'est ce qu'on appelle les places PMR. Elles sont effectivement intégrées dans ce Il y en a plusieurs. Il y en a une ici à l'entrée, directement sur le rival, une ici en face, qui est accessible parce que le contrôle d'accès se fait plus loin. On en a deux là, et on en a aussi en bas ici, je crois, de mémoire. Je oui, suis pas sûre. Il y en avait deux ici en bas aussi. Il me semble aussi. Ouais. Alors, tout ça, ça fait aussi partie des normes réglementaires sur lesquelles il faut qu'on on va plus loin hein, que la... Et on va plus loin, effectivement. Et on va plus loin parce qu'aujourd'hui, alors là où... alors, est-ce que c'était l'homme de presse qui interrogeait pour son article ou est-ce que c'était l'usager à Estar nouvellement installé? Aujourd'hui, on a des places PMR dans cette zone-là. Et donc, effectivement, on les supprime là pour pouvoir favoriser cette sécurisation de flux. D'accord? Donc, une fois qu'on les a supprimées là, il fallait bien les mettre ailleurs. Par défaut, elles étaient ici, juste là. Il n'y en avait pas d'autres ailleurs, ou de façon totalement anarchique. Et il y en avait, je crois, une ou deux ici, par rapport aux accès du cabinet. Donc là, il y a eu un débat important hein, sur comment on traitait cet espace-là par rapport à ses habitants, par rapport à ces cabinets médicaux, principalement en pied de bâtiment, en sachant que de là à là, c'est pas bien loin quand même, hein, parce qu'il y a des aménagements tout à fait sécurisés, etc. Mais on a quand même laissé ici, et pour plusieurs raisons, suivant, on va dire, ces fonctionnalités différentes sur la journée. On a une crèche ici, donc on va pouvoir avoir des parents qui vont pouvoir se stationner là, aller à la crèche, ou laisser les gamins là pour qu'ils puissent aller à la maternelle, etc. Mais ça correspond, et vous l'avez parfaitement analysé, à un flux tendu de 8h20 à 8h35. Là, c'est le flux tendu. Sinon, on a des dépôts qui se forment de 7h30 jusqu'à 9h moins le quart à peu près. Même phénomène à la sortie de l'école, mais de façon moins tendue, parce que là, on a un étalement de la réception des gamins. Les écoles peuvent se clôturer à 4h30, mais jusqu'à 6h30, on a cet étalement. Ensuite, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui participe complètement à cette volonté d'être attentif à tout ce qui peut être ce monde en transition. On a parlé des problèmes d'eau pluviale, d'imperméabilisation ou de désimperméabilisation du sol dans ce monde de bitume, c'est ce que vous avez dit, même une planète entière. Hein. Il y a une autre chose dont on pourrait parler, et on a commencé à l'aborder avec nos espaces Québus, etc. C'est considéré ici comme un espace de stockage de véhicules pour du covoiturage. Et ça, c'est aussi un aspect important. Alors, ça ne sera pas ici pour permettre quand même cette fluidité rapide avec le Viva. Par contre, ici, il y aura certainement la possibilité d'une dépose de véhicule à la journée, avec récupération le soir. Je crois qu'il y a 50 possibilités de stationnement ici. Sur cette partie-là, il y a 50, et en tout, il y en a une 72. D'accord. Je vais faire un pardon, mais de mémoire, comment 62 ici. 62 là D'accord. Et là, il y en a une quinzaine aussi. D'accord. Alors, ça peut... alors, pour ceux qui connaissent, vous dites, mais c'est très éloigné. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, on a 8 ou 10 places qui sont supprimées. Et les 3/4 du temps, ces places-là, soit elles étaient enquistées par de... Voilà, et on venait se garer ici, de cette façon-là, de cette façon-là. Enfin, ça dépendait du comment le premier arrivait, et puis après les autres se mettaient à la suite. Là, c'est cet espace-là qui sera réservé à ce mouvement un peu particulier autour du commerce
commerce Vival. On a une minute. Comment? On arrive. On a une minute. Un arrêt minute. Oui. Est-ce qu'il y aura assez de place? Précisez votre question, monsieur. Non, toutes les activités durant l'année. Que ce soit le tour de mouche, les fêtes, la brocante, enfin tout quoi. Alors, on va tourner le problème d'une autre façon. Le tournoi de mouche, une journée dans l'année. Les fêtes, 4 journées dans l'année. Les fêtes, 4 journées dans l'année avec un parking ici qui n'est plus un parking puisque c'est un chapiteau. Donc, je vais même évacuer assez vite. Le tournoi de mouche, 50 paires. On va dire 50 paires, 60 voitures. D'accord? Voilà, à peu près. Ouais. J'ai été les compter. Ah oui? Oui, j'ai été les compter. On est plusieurs à avoir été les compter. Et il y a à peu près 70 places. Après, il y aura d'autres possibilités. Je vous rappelle qu'ici, au-dessus, il y a un mail où il y a un épi. Je ne sais plus combien de places, mais beaucoup. Dans cette liaison-là, alors pas sur la place patrimoniale la Matine Trécou, puisqu'elle n'est plus, mais on a le parking de l'église. Et là aussi, on a un certain nombre de places. Donc, il n'y a jamais eu de problème de place sur Aetz, et je pense qu'il n'y en aura pas non plus. Maintenant, je n'en mettrai pas ma main coupée parce que j'y tiens beaucoup, mais on ne peut pas non plus raisonner par rapport à un épiphénomène sur lequel, à ce jour-là, il manquerait peut-être 10 places. Parce qu'on peut les trouver ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, le véritable problème de stationnement, il est au moment de la brocante. Ça, c'est évident. Et on ne sait pas encore comment le régler. Il y a un groupe de travail qui parle de ce problème-là, mais qui parle aussi d'autres problèmes. Des problèmes de dépôt, des problèmes de fluidité, des problèmes de sécurisation. Voilà. Mais, comment dire, je pense que il y a peu d'endroits où on aura, enfin dans des villages de 2000 habitants, où on aura encore cette possibilité en centre-bourg de stationner, et on est bien en centre-bourg, de stationner de cette façon-là. Et puis, comment dire, si jamais on a un événement qui amène, je sais pas, 30 000 personnes, déjà il va falloir mobiliser peut-être des champs s'il fait beau, ça a été le cas avec l'Ourama, mais il faudra peut-être retrouver des dispositions sur un moment particulier qui permettront d'investir des espaces qui n'ont pas cette vocation à l'heure actuelle. Voilà, sans gâcher le reste. Et puis, pardon, je vais aller plus loin. Excusez-moi, mais c'est pour bien aussi vous montrer dans quelle réflexion on est et dans quel mouvement. Aujourd'hui, et pour tout un tas de bonnes raisons, hein, il pleut, c'est pas sécurisé, c'est tendu, mais tout le monde vient en voiture là. Demain, avec les aménagements concrets vers la centralité, on aura peut-être aussi des flux qui ne seront plus en voiture, mais qui seront en vélo, à pied. C'est pour ça qu'on crée ici pas mal de garages vélo. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte dès maintenant. Toute chose ne sera pas égale par ailleurs avec les aménagements concrets. Place de la Brocante, place Matine Trécou. Bon, au départ, on ne savait pas. Et en règle générale, les aménageurs nous disent qu'il faut 2 ans pour trouver la bonne articulation entre l'équipement et son utilisation. 2 ans. Parce que les gens l'investissent ou pas. Mais ils l'investissent peut-être pas de la même façon que ce qui se passait avant. Et ils retrouvent de nouvelles fonctionnalités et ils réinventent quelque chose. C'est ça aussi la magie de la cité au sens vivant du terme. Mais ce qu'on sait, ce qu'on pense, en tout cas tout notre objectif, c'est de générer ici de la vie par la qualité des aménagements qu'on procure. Il y a une autre chose dont on peut parler, enfin, excusez-moi, ça peut vous paraître un peu déconnecté, peut-être même un peu farfelu, etc., mais ce que vous avez là, c'est des bancs et c'est des tables. Alors c'est clair, comme il y a 15 jours, on ne va pas pique-niquer là. Mais peut-être que l'été, les gens qui travaillent dans les chantiers autour, etc.,
ils auront plaisir à venir pique-niquer, là, à jouer au boule, à passer un moment. Et ça, on ne peut pas encore l'imaginer, mais on peut essayer de le construire. On ne peut pas le décréter, mais on peut essayer de le construire et d'y mettre tous les éléments qui participeront. Et puis après, on verra. Le temps nous aidera aussi à moduler, en sachant qu'au départ, il faut quand même avoir des partis pris un peu aboutis. Le parti pris transition écologique pluviale est un parti pris fort. Le parti pris brocante, brocante est un parti pris fort. Le parti pris place de la voiture, c'est clair, et ça a été dit dans une des diapos, c'est pas un parti pris qui guide totalement cet aménagement. Parce que sinon, on ne faisait rien. Et voilà. Mais je ne pense pas qu'en faisant rien, on participait à ces objectifs de qualitativement aménager l'espace public pour y redonner de l'espace de convivialité, de l'espace Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, mais sur laquelle moi j'ai souvent discuté avec vous. Quand on arrive de Saint-Jean-de-Luz, c'est là qu'on rentre dans le village. Et à l'heure actuelle, moi je ne suis pas convaincu que cette place-là, et si on ne fait qu'y passer, donne une image un peu fidèle de ce qu'est notre village. Si on passe là et qu'on ne voit pas de bagnole, parce que souvent il n'y en a pas, ou qu'on en voit des éparpillés, etc., on se dit, c'est quoi ce truc? Ben ouais, mais c'est un ancien champ qui est transformé en place parking, etc. Donc c'est pour ça qu'on souhaite aussi en faire une place, enfin, oui, je dis une place, un espace signifiant qu'on est dans un village et que ce village, il est qualitatif. Et que ce village, il peut accueillir un certain nombre d'usages, peut accueillir un certain nombre de projections un peu consistantes par rapport à ça. Pardon, mais oui, alors je vais utiliser place signature. Pas la mienne, mais place signature pour. Voilà. Est-ce que c'est un endroit. Alors après, voilà, est-ce que c'est un endroit, un espace qualitatif à votre sens, dans votre vision? Alors, sur un plan, c'est toujours très sympa. Moi j'aime bien ce plan-là, mais après, c'est vrai que quand on rentre avec la petite vidéo, et merci, parce que c'est du boulot, je le sais, mais quand on rentre, etc. Alors vous avez supprimé les bagnoles de là, c'est dommage parce que ça pouvait signifier justement qu'elles étaient en relation avec. Mais bon. On peut la remettre. Non, c'est. Voilà. D'autres observations? Monsieur le Oui, dans les différentes vues que l'on a, il y a des végétaux, donc des arbres taille haute, basse, des massifs également. Or, j'ai une crainte avec les massifs, lorsqu'il y a un usage intensif de la place, qu'ils soient détruits. La peur ne justifie pas le danger. Et ça constate, je l'ai fait dans d'autres lieux. Mais vous avez tout à fait raison de signifier que si on n'y pense pas, on peut aussi, dans toute bonne intention, produire des effets pervers qui nous découragent d'eux. Moi j'ai un principe, j'ai un grand principe. Mieux on accueille, plus on est respecté. Je crois que c'est quelque chose qui peut être partagé. Oui, dans cette. Comment? Pardon? J'ai cru entendre. Mieux on accueille, plus c'est partagé. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir de dégradation, et c'est vrai que peut-être pendant les fêtes dans notre village, il va falloir qu'il y ait des protections. Et ça, il y a un autre aspect sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'est notre capacité à entretenir ces massifs. Et là, mais puisqu'on a posé la question, vous pouvez peut-être y répondre. Tout ce que vous avez prévu en termes d'aménagement végétal est facilement. Oui, l'idée c'est d'avoir des plantes qu'on appelle persistantes, c'est-à-dire qui restent vertes toute l'année, ce qui fait qu'il y a un couvert végétal quasiment toute l'année. Ce qui fait qu'il y a peu de pousses de mauvaises herbes, on va pailler, voilà, on a l'habitude de ça. Et on aura des végétaux qui seront faciles d'entretien, qui vont bien couvrir tous les massifs. Et puis sur la place, on a aussi nos jeux de murets qui seront là aussi pour protéger autour de la place, là où c'est le plus risqué, les massifs.
Il y a une partie de la question que je suis passé au travers, je vous prie d'excuser, c'est concernant l'éclairage et la vidéo. Alors la vidéo, c'est pas prévu. Je le dis comme très simplement. La vidéo, c'est pas prévu. Ça traverse notre société. On est encore dans un village où on est attentifs les uns aux autres sans avoir besoin de passer par des caméras et des écrans. C'est ma réponse. Je sais qu'elle peut être pas satisfaisante pour certains, mais jusqu'à maintenant, je pense que cette responsabilité individuelle qui participe au bien-être collectif, il nous faut continuer à l'entretenir, enfin à la cultiver. Pardon. La question de la vidéo était en relation avec le fait que le premier brocanteur était télé-réalisé. Oui. Voilà. Oui. Effectivement, on aurait pu avoir des vidéos plus tôt, on aurait pu, voilà. Aujourd'hui, on va se réapproprier aussi peut-être cette vigilance-là par différentes modalités. Et ouais, moi je ne suis pas aujourd'hui convaincu que cette disposition coûteuse, et aussi parce qu'elle est coûteuse, soit tout à fait adaptée à... Mais la question pouvait se poser. On voit aujourd'hui, alors c'est de moins en moins coûteux, c'est de plus en plus efficace, il faut aussi le dire. Maintenant, est-ce que la réponse au problème, et si problème il y a, doit être celle-là? Je ne le crois pas à ce moment-là. Après, concernant la lumière, sachant que nous sommes dans un village étoilé, et je vois la lune ici, et c'est magnifique, pardon, mais, et qui est très forte en ce moment, et qui nous inonde de sa lumière, même ça. Voilà. Alors nous sommes dans un village étoilé, je parle pour nos amis, ça veut dire qu'on était à la lumière à minuit, on la rallume à 6 heures. Et que de minuit à 6 heures, que nous a-t-on dit? Qu'il allait y avoir des problèmes de sécurité, que les banlieusards de Biarritz allaient attaquer les AESTAR et compagnie. Bon, ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit. Ça permet à certains éléments de notre environnement de passer des nuits plus tranquilles, et on l'a vu. Et puis ça permet aussi de faire quelques économies, parce que éclairer le ciel, c'est pas... Voilà. Donc il va y avoir, et ça a été aussi un questionnement, il va y avoir une mise en lumière, mais qui sera somme toute assez, pensée, pour que, oui, la sécurisation soit opérée, mais que ce ne soit pas les Champs-Élysées. Ça fait peut-être référence à certains qui connaissent Aix depuis longtemps. On a mis des normes parfois qui étaient incompréhensibles, avec des poteaux, etc. etc. Bon, là, ces mâts-là sont assez hauts, créent des apports de lumière, etc. Mais on sait que les végétaux aussi ont besoin de la nuit pour pouvoir se reposer, comme nous. Mais il nous fallait quand même de la lumière pour ces aspects. Oui, alors tu me parles des poules tous les jours, parce qu'il y a toi, je voulais répondre, et je vous prie d'excuser. Est-ce qu'on a répondu à votre question, M. De Pierre? Oui. Monsieur De Raffelis, vous voulez intervenir? Simplement, excusez mon ignorance, mais je trouve d'abord que c'est une excellente idée de désartificialiser cette place qui était un océan de minéralité. Bon, je pense que c'est une chose sur laquelle on est tous d'accord, parce que c'est un point sur lequel il aurait été très dommage de ne pas faire quelque chose. Bon. Il y a deux choses que je voulais vous demander. C'est d'une part, quand on fait des projets de cette nature, c'est généralement, on est tenu par des fonctionnalités antécédentes, antérieures, et le but c'est d'essayer de les améliorer. Or, il y a une fonctionnalité du projet qui, je pense, n'est pas améliorée par rapport à la situation antérieure, c'est celle de l'accès au village. Bon, je crois que c'est très difficile à régler, donc c'est pas du tout une critique. Mais je pense qu'elle est moins, cette accessibilité au commerce rural sera moins performante dans le nouveau projet, qu'elle n'était auparavant, dans des conditions anarchiques pour lesquelles il fallait bien trouver des solutions. Ce n'est pas une critique, c'est simplement, c'est sans doute le seul point sur lequel on ne va pas améliorer les fonctionnalités. Je ne suis pas d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord, mais je te réponds. Oui, bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'était l'essentiel de ma question, parce qu'on a largement parlé d'accessibilité au Vival, donc vous avez apporté un certain nombre d'éléments de réponse que j'ai maintenant, c'est
Et c'est là que je vous demande d'excuser mon ignorance, c'est de savoir l'impact que vont avoir les constructions qui sont de l'autre côté de la route, avec ces nouveaux immeubles de la société que tu as cité. Pierre de l'Atlantique. Oui. Est-ce que dans ces bâtiments nouveaux, il va y avoir des commerces? Est-ce que ces commerces, l'accessibilité et le stationnement à ces commerces a été pensé de façon à ce qu'il n'y ait pas un phagocytage de l'équipement que vous avez créé qui n'aurait pas suffisamment tenu compte des nécessités qui devront accompagner ce nouveau projet? Voilà, c'est l'essentiel de ma question. Je laisserai la parole, mais je vous prie. Ce à quoi est fait référence ici, c'est effectivement cette liaison Vival-parking. Aujourd'hui, on a le parking qui se situe ici pour environ 8 places. 8 places à condition qu'elles soient libres en permanence pour pouvoir accéder. Se situe un peu plus à droite, non? Non, se situe là. Ah bon? Aujourd'hui, elles se situe là. Demain, elles seront là. Absolument. Et là. D'accord? Avec, en plus, ici, un aspect totalement sécurisé pour pouvoir entrer au Vival. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune circulation. Donc, ces places-là, réservées pratiquement exclusivement au Vival, et elles sont nombreuses. Une quinzaine? 16 avec 2 PMR, je crois. Voilà. Ces places-là sont pratiquement. Enfin, 16, quand il y a 16 clients en voiture au Vival, c'est le maximum. C'est même, voilà. Ici, on est véritablement sur un espace apaisé, sécurisé, où il pourra y avoir. Voilà. Et il y aura un confort de circulation beaucoup plus important que quand ça s'est fait, on vient là, et on vient pratiquement au même endroit, voilà, et on a à faire le même chemin dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Voilà. Est-ce qu'on aurait pu déplacer ça là? Oui, mais alors là, on perdait la fonctionnalité de cet espace, une sorte d'agora. Je suis d'accord avec toi. Et dans la liaison, on va dire, qui est sortie, rentrée des classes, des nains de Gora, avec peut-être de nouvelles fonctionnalités autour d'un café des parents, etc., etc. Ensuite, sur cet aménagement-là, effectivement, notre PLU, il n'y avait pas d'orientation d'aménagement et de programmation là, mais il y avait des orientations d'aménagement et de programmation, pardon. Il y avait donc des orientations d'aménagement et de programmation dans le langage courant. C'est ce type d'aménagement induit des commerces en pied de bâtiment. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait pas de quelle nature seront ces commerces. On a quelques orientations à donner, voilà, on essaie de les donner, mais pour le moment, il en est propriétaire, enfin, il va falloir qu'il les vende, il va falloir qu'il les loue, il va falloir qu'il les aménage, etc. Mais il y a du commerce en pied de bâtiment. Tous les commerces ne se valent pas en termes de fréquentation. Et au-delà de ces commerces-là, il est bien entendu prévu qu'il y ait ici. Alors, excusez-moi, parce que là je ne l'ai plus en tête. C'est là ou c'est vers l'arrière? C'est à l'intérieur du programme. C'est à l'intérieur du programme. Des places. Donc il aura son autonomie. Alors, il a réglementairement son autonomie. Maintenant, en fonction des clients, en fonction des flux, en fonction, bon, il sera peut-être nécessaire qu'ils viennent se garer ailleurs. Mais au départ, il y a effectivement des obligations posées par la réglementation, les orientations d'aménagement et de programmation, concernant les places, que ce soit pour les habitants de ces logements ou pour les commerces. Mais encore une fois, il faut bien calibrer quelque chose, on l'a calibré, mais te dire qu'il n'y aura jamais aucun client, alors c'est peut-être un restaurant, qui viendra se garer là, non, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas te le dire, mais il y a un stock de véhicules qui est prévu dans le cadre, c'est bien ça, on peut le voir sous ton contrôle. Oui, bien sûr, notre PLU il impose un nombre de stationnements pour un nombre de surfaces de commerce. Donc je crois que c'est une place pour 40 mètres carrés, je donne mémoire. Il y a 2 cellules commerciales qui font à peu près 400 mètres carrés en tout. Dans les prémices du premier projet, on avait évoqué la possibilité à le conseil départemental de mettre des stationnements le long de la RD, donc juste devant le quai de commerce pour que ça fonctionne. Le département avait refusé parce qu'ils avaient peur d'un effet cisaillement que les gens coupent pour aller stationner en face.
Donc, Imaginons que ce soit une boulangerie, ils avaient peur que le type dit ah, je vais chercher ma baguette. Donc le choix avait été fait d'intégrer les places de stationnement à l'intérieur du programme et seront identifiées à l'intérieur du programme. Par contre aussi, ce qu'on est tous d'accord de dire, c'est que ça serait peut-être intéressant justement que les personnes, le client potentiel se gare sur la place en face, qu'en fait ce même client il ait un cheminement, aller au Vival et peut-être aller sur un autre commerce. Et c'est pour ça que le plateau surélevé est rallongé en l'ensemble de l'emprise du programme, pour justement qu'on bascule sur Non, il est là. Il est là. Voilà. Le plateau surélevé, il est là. D'accord. On bascule Et effectivement, il est partie intégrante du permis de construire lié à cet aménagement. C'est bien ça, Ryan ? en prescription. En prescription et avec un PUC, un projet urbain partenarial. Et un financement de la part du promoteur. Et donc l'idée c'est que voilà, ce soit vraiment un espace partagé et que ça fonctionne en miroir. On a répondu ? Je suis pleinement satisfait. La réponse aussi. Alors, quelles sont les bonnes idées que vous pourriez nous apporter aussi pour essayer d'améliorer ? Oui. Moi j'avais une question. Est-ce que vous avez prévu des bornes pour les véhicules électriques, pour les charger? Alors, c'est une question qui s'est posée. Et à l'heure actuelle, on n'y a pas répondu. On n'y a pas répondu. Une des façons de pouvoir y répondre, c'est d'installer des fourreaux qui pourraient permettre dans l'avenir. Pourquoi on n'y a pas répondu? Mais parce qu'on a cru comprendre que toutes les voitures dans l'avenir ne se connecteront pas au même borne. Voilà. Et que partout où ça avait été installé, sauf dans des aménagements, alors il y en a peu, mais j'en discutais ce matin avec quelqu'un que tout le monde connaît ici et qui l'a fait au nord de Bayonne, à la sortie de l'autoroute. Je parle de Pascal Ronat, qui a investi totalement son parking avec des bornes électriques, etc. Sauf que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait le prévoir. Alors, on sait très bien qu'à l'horizon 2030, puis 2040, Renault a fait de grandes annonces, et puis, je parle sous le contrôle de ce plombier, mais là, on ne sait pas comment les choses vont s'orienter, et on ne voudrait pas poser des équipements coûteux à l'heure actuelle, pour un rendement faible, mais ça fait partie des problématiques qu'il nous faut, sur lesquelles il nous faudrait peut-être penser et évoluer. Fait par sécurité, c'est qu'on tire tous les fourreaux nécessaires, ça coûte pas cher, et ça évite de devoir tout casser si jamais on décide de faire l'aménagement. Voilà, c'est tout, c'est une solution simple qui permet de se donner le temps, de voir évoluer un petit peu, et puis d'adapter une fois la demande. Alors, on en avait parlé pour ces espaces-là, et puis pour ceux-là, c'est ça? Ici et ici. Mais on n'a pas conclu, par contre, oui, amener des fourreaux pour que demain ça puisse se faire. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'énergie électrique pour les déplacements en voiture, elle se limite au déplacement du quotidien. Donc en fait, les personnes qui vont venir là dans le quotidien, elles chargent la voiture à la maison. Sur les déplacements longue distance, on n'a pas encore franchi le cap et on n'a pas encore tous les outils pour pouvoir aller sereinement avec une voiture électrique à 400 km et arriver à Aix et se brancher et repartir 2 heures après. On n'est pas encore dans cette démarche-là, donc je pense qu'il faut le prévoir. Peut-être que M. Moulonguet, vous voulez nous dire quelque chose par rapport à ça? Non, absolument pas. D'accord. Non, j'avais une autre question. En fonction de l'orientation que vous donnez à ce projet, que je trouve vraiment très intéressant, est-ce que ça modifie un peu les interactions avec la place du haut, avec le fronton, et là aussi il y a un espace très minéralisé. Est-ce que ça modifie un peu les choses, je crois, entre les deux classes? Ça c'est très intéressant. C'est une question, c'est le coup d'après. Excusez-moi, mais c'est bien ça. C'est le coup d'après, et ce soir on a dit qu'on parlait de ce projet-là. Par contre, ça serait un peu contradictoire avec ce que j'ai dit en liminaire sur comment sont pensées les évolutions, de ne pas essayer de vous répondre au moins en partie. Et vous avez compris que cet aménagement supplémentaire, en fait, il vient, c'est une brique de plus qui est posée dans une vision un peu plus globale du village. Alors, un peu mieux là, parce qu'on a des espaces ici, là, qui peuvent être... Voilà, en fait, si je dois tout vous dire, on a là déjà un emplacement réservé. Alors je parle de notre PLU.
plan local d'urbanisme. Ici, c'est un emplacement réservé pour un possible jardin du village. Je ne parle pas de jardin public, mais ça sera sous emprise publique, sous vocation publique, jardin du village. On a juste au-dessus ce qui vient, on va dire, structurer, c'est les architectes qui parlent comme ça, donc on place du coup avec d'un côté l'église et de l'autre côté Iriartea, etc. Et ce cheminement-là, mais qui peut être, le jour où les choses évolueront dans cet espace-là, un petit peu agrandi pour créer ce flux-là, voilà, et vous voyez que ici on est sur un terrain de boule, mais que peut-être demain, cet espace structurant qu'on appelait les Yora pourra être agrémenté de notre équipement qui viendra conforter, on va dire, cet espace abrité, où il pourrait peut-être y avoir différentes choses qui viendraient trouver leur cohérence. Alors oui, ces espaces sont faits pour se répondre. Pour se répondre, et je vais même aller un peu plus loin, parce que la question n'est peut-être pas posée. Quand on réfléchit à cet aménagement-là, dans cette centralité, effectivement, on y intègre la réflexion qui est menée sur, on va dire, cet habitat urbain ici. Oui. Vous voyez un peu mieux les stationnements dont on parlait tout à l'heure en cœur d'îlot. Voilà. On réfléchit aussi à comment cette place moderne d'Aet, moderne, mais en même temps respectant les caractéristiques de matériaux, les caractéristiques identitaires, paysage, boucage, la végétation, etc., répond à la place patrimoniale. Et je vais aller plus loin. On a ici un équipement qui s'appelle Chobrandia, qui est un quartier en soi. Et la première idée de ce plan de référence, c'était comment on intègre ce nouveau quartier Chobrandia dans cette centralité en construction. Et on a un axe qui est très important, c'est celui-ci. Au-delà de celui qui va remonter ici et redescendre par là, et celui-là qui sera aussi, on va dire, dans une perspective d'aménagement piéton et vélo, mais celui-là qui est beaucoup plus apaisé. D'accord? Et qui connecte, de fait, Chobrandia, ses esplanades, etc., et cette partie-là. Donc oui, c'est, comment dire, cette place, par son aspect qualitatif, doit participer à une centralité reconquise, redessinée, re-questionnée, et dans laquelle de nouveaux usages pourront s'y établir. Alors, encore une fois, là on est sur Biozza, Enrico Biozza, cette voie-là, très certainement qu'elle participera complètement à irriguer d'une certaine façon cette partie-là, avec ici toute une zone totalement apaisée, là du stockage de véhicules, là de la fluidité, etc. Et là, voilà. Donc oui, même si je veux qu'on se concentre sur cet aménagement-là fait partie d'une vision plus globale dans laquelle il doit y avoir des interactions, des synergies qui doivent s'opérer. La meilleure preuve, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la vie sympathique entre 7h et 2h du matin, elle se passe sur la place du village, autour de la pelote, autour de l'apéritif, etc., etc. Et que cette place du village, elle a ses agréments aujourd'hui parce qu'on y a sorti la voiture, mais que la voiture, il va bien falloir la mettre quelque part, et qu'on y garde sa place, ou bien sur le parking de la place, mais qu'on pourra aussi y venir en vélo, etc., etc. Donc oui, il faut comment dire, penser à toutes ces interactions, et c'est au départ le plan de référence qui nous a aidé à concevoir cette globalité, cette vision un peu, alors je l'ai appelé conceptuelle tout à l'heure, mais globale, ou voilà, celle qui se construit. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, Bastien. La durée des travaux. Ah, ça c'est très important. Ça dépend quand ils commencent. Déjà, ça dépend quand ils commencent. Et pour tout vous dire,
le fait de faire cette réunion pendant les vacances, etc., c'est pour pouvoir ensuite dérouler un calendrier qu'on souhaiterait le plus dynamique possible, en sachant que les étapes viennent les unes après les autres. Est-ce que vous avez une diapositive à nous présenter sur ces aspects-là? Vous n'avez pas le planning? Non, pas en diapo. Vous l'avez en document? Vous l'avez en diapo? Non? C'est dommage. Parce que c'est une excellente question, Bastien. Alors, je vous laisse... Bon, l'objectif aujourd'hui, hein, on a encore une phase d'étude qui s'appelle de la phase projet, puisqu'on n'est pas aujourd'hui, c'est pas bouclé, donc il reste encore à affiner techniquement tout le projet qui va se faire durant le mois de janvier. L'objectif, c'est de réussir à lancer une consultation des entreprises à peu près mi-février. Et un objectif de passer des marchés de travaux à peu près mi-mai. Donc après, on a une phase de préparation, ces entreprises étudient leur chantier, préparent les études, etc. Et après, travaux à partir à peu près de mi-juin jusqu'à la fin d'année. Un peu plus de 6 mois de travaux. On commence peut-être avant. C'est l'objectif. C'est l'objectif du maître d'ouvrage, devoir des prestataires, c'est-à-dire que voilà, le calendrier on est là, on sera, si on peut commencer plus tôt, on commencera plus tôt. Il y a des échéances qui sont aussi dans l'appel d'offres de maîtriser les délais, les budgets et donc d'avoir une négociation avec les entreprises, tout ça. On a l'objectif donc de maîtriser complètement le projet. Si on peut commencer un peu plus tôt, on le fera. Aujourd'hui, c'est le calendrier que j'avais vérifié. Excusez-moi, on peut toujours rediscuter des calendriers, etc. Au départ, on s'était bien fixé sur une enveloppe de travaux, sur un calendrier, sur une méthodologie et sur des éléments calendaires qui nous semblent redevables dans notre population. Cette question est tout à fait légitime. Elle a des impacts sur la vie des habitants, des villageois, des gamins qui vont à l'école, etc., etc. Donc, tout ça a été pensé avec ces paramètres-là. Donc, oui, dans le déroulé des phases qui arrivent, je souhaite, et vous voyez avec quel effort on a essayé de maintenir cette réunion publique pendant ce mois de décembre. Pour rappel, elle aurait dû être un tout petit peu plus tôt, et le calendrier un tout petit peu glissé, mais nous la maintenons. Et si nous la maintenons, c'est aussi pour signifier un certain nombre de choses importantes dans les phases qui sont à venir. On est bien d'accord? Parfait. Oui. Donc ça sera terminé avant les fêtes? Ça la question. Les fêtes de Noël? Ou les fêtes Il y avait des engagements réciproques qui étaient effectivement... voilà, on ne va pas bâcler le travail. On ne veut pas le bâcler. Cette phase d'avant-projet, et je vous remercie monsieur de préciser, elle est importante. Alors oui, mais parlons franc et parlons clair. Nous n'avons pas choisi le bureau d'études le moins cher. C'est clair. Il y avait des propositions moins coûteuses que celles avec laquelle nous travaillons aujourd'hui. Mais tout simplement parce que nous avons souhaité avoir un rapport tout à fait qualitatif, le plus abouti possible et le plus construit possible, avec une phase d'avant-projet qui est plus longue que sur certaines autres propositions, et parce qu'on est convaincus ensemble que cette phase d'avant-projet est très certainement la phase prépondérante des éléments avec lesquels on doit construire ce projet qualitatif. On est d'accord? Parfait. Oui, donc, pardon. Oui, monsieur. C'est pas un élément indispensable, mais est-ce qu'on a une notion, un, du budget, et deux, des aides qui sont apportées par les collectivités de rang supérieur pour boucler le financement du projet? Alors oui, on a quelques idées. On a quelques idées. Là, je n'ai pas de notes sur moi, et c'est dommage, mais encore une fois, on travaille, mais c'est l'exigence de nos missions. On travaille à bilan et à projet sur table, clarifié. Les éléments calendaires sont donnés. On sait très bien quelle est la méthodologie qui guide ces projets-là. Au départ, l'enveloppe TTC était à 780 000 euros. 780 000 euros, de mémoire. C'est bien ça? Je le retaxe mon thème. 180 000 hors taxe. 780 000. Bon, pardon. Mais j'ai pas. Voilà. La mission
de nos partenaires, c'est bien de rentrer dans ce budget, de nous proposer un certain nombre de choses. Il y a déjà eu, pour arriver à cette présentation-là, un certain nombre d'arbitrages. D'accord? Dans la phase qui va nous occuper maintenant, où les éléments chiffrés sont donnés, mais où les éléments concrets ne le sont pas. Je dirais que c'est que dans un an, quand on aura payé toutes les factures, et j'espère qu'à ce moment de l'année prochaine, on aura payé toutes les factures, à bon entendeur, salut. C'est que dans un an qu'on saura combien le projet nous aura coûté. Par contre, effectivement, on va rentrer dans une phase qui est une phase d'appel d'offres, sur laquelle on va définir les cahiers des charges CCTP, c'est comme ça que vous dites, voilà, les cahiers des charges, etc., où on va choisir les entreprises, et où on va dans, on va dire, alors, je vois que Mme Hérador filme, mais il y aura un film qui sera à disposition de l'ensemble des concitoyens d'Alet, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Non? Ça gêne pas, là? Non, pas du tout, non, je fais partie des choses justes sur lesquelles je peux me permettre de dire, parce qu'on est en train de filmer pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent le voir. Donc on a eu la même bonne idée, au même moment pratiquement, depuis le début. Par contre... On n'a pas assez de batterie. Pardon? On n'a pas eu assez de batterie. Ah, c'est au cas où on n'aurait pas nous assez de batterie? Non, moi, ah, bon, moi je n'ai pas eu assez, je sais pas que... juste, les aides. Oui. Les aides, l'agglomération a voté samedi dernier une contribution sur fonds de concours de 61 000 €. Et hier soir, nous avons voté en délibération miroir l'acceptation de ce fonds de concours attribué par l'agglomération, 60 000 €. Ensuite, l'agence Atout-Garonne, ça c'est plutôt une bonne surprise. Dans sa volonté de participer à cette transition écologique, à cette désimperméabilisation des sols, à cette reconquête des eaux pluviales de ruissellement, etc., va aussi venir nous aider ici. Plus on va désimperméabiliser, plus elle va participer. Je ne peux pas vous dire quelle est l'enveloppe, parce que puisque nous sommes filmés, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire ah oui, vous aviez pensé ça, donc c'est ça, et ça ne pourra pas être plus. Donc je me garderai bien de dire une somme aujourd'hui, mais je l'espère la plus aboutie possible. Le conseil départemental doit aussi pouvoir nous accompagner, et c'est je crois une délégation que nous avons votée hier soir pour me permettre de faire cette demande d'accompagnement du conseil départemental. L'État, par le biais de ce qu'on appelle